Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui un live avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Je suis trop heureuse de faire ce live avec lui. Ça a été un de mes profs, c'est lui un petit peu qui porte avec d'autres profs la formation en endobiogénie que j'avais suivie. Et il sort un livre sur l'assiette anti-cancer, les clés de l'alimentation anti-cancer. Vous verrez qu'il y a une histoire qui préside à ce livre, que c'est pas un énième livre qui sort comme ça. Et du coup, il va nous exposer, déjà, il va nous présenter qui il est. Euh, il racontera un petit peu ce que c'est que l'endobiogénie, comment il est tombé dans la marmite de tout cela. Et ensuite, l'histoire qui a donné lieu à ce livre. Et ensuite, on verra un petit peu on entend souvent dire qu'il ne faut pas manger sucré, etc. Mais on n'a pas toujours la justification. Et là, c'est tout l'éclairage de Jean-Christophe avec l'endobiogénie, où il va vous expliquer le pourquoi du comment. Et donc, vous aurez toutes les justifications en fait derrière. Et vous verrez que quand on vous l'explique, c'est d'une limpidité. Voilà, donc on parlera de l'alimentation, on parlera aussi des plantes, de la phyto, parce qu'on a aussi de la phyto qui peut aider. Et, euh, et voilà un petit peu pour le programme de ce live. On va essayer de faire en sorte qu'il ne dure qu'une heure. Si vous avez des questions, évidemment, je les lirai et les poserai en temps voulu. Donc bonsoir à tous, c'est bien, il y a du monde. Et je vais attendre que Jean-Christophe se connecte. Jean-Christophe, c'est un de ses premiers lives sur Insta, donc il n'est pas très au fait du processus, mais j'ai foi en lui, il va s'en sortir comme un chef. Euh, Jean-Christophe, où est ta demande? Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je bûche toujours comme une folle avec mon herbo, donc je suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vous ferai une story racontage de vie à l'occasion. Alors, Jean-Christophe, est-ce que tu arrives à nous trouver ou pas? Alors, il n'arrive pas à faire la demande. Normal. Dans ce cas-là, Jean-Christophe, tu sors du live et tu reviens sur ma... Alors, est-ce que moi, je peux t'envoyer une demande? Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Pas du tout ça, la manip, pardon. Alors, quelqu'un sait comment est-ce qu'on fait pour inviter... Ouais, je te vois, Jean-Christophe. Comment je fais pour l'inviter quand... Ah, c'est bon. C'est bon, on y... Jean-Christophe, es-tu là? Ah, c'est bon, tu es là. Super. Bonsoir, Jean-Christophe. Ah, Comment vas-tu? ça va bien. Ça Alors, va? je me vois pas du tout. Tu te vois pas? Non. Eh ben, t'es pourtant là. T'es en bas de l'écran. Ok. Je n'ai que tu vois en haut et j'ai mon invitation envoyée qui s'affiche en bas. Ok. Bah écoute, nous on te voit, tu es Ah, bien là. d'accord. Très bien. Désolé. Mais je t'en prie, c'est les aléas de la technique, tu sais. Le clap. Le tout c'est qu'on y arrive et on y arrive toujours. Ah, C'est ça qui compte. Donc je faisais un petit peu l'exposé du programme, du déroulé de ce live tous les deux. oui, j'ai tout vu. Ah, tu t'as tout lu, bah parfait. Donc première partie, c'est ta présentation. Raconte-nous qui tu es, Jean-Christophe. Parce que Euh, pas beaucoup de gens te connaissent. Donc il faut que tu sois plus connu que ça. ok. Donc là, je sors de consultation, donc excusez-moi, je suis un petit peu à la bourre. Donc, je suis médecin généraliste de base. Comment me présenter? Eh bien, je suis rentré dans une approche particulière de la médecine qui est l'endobiogénie quand je suis rentré en deuxième année de médecine parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et, la médecine que j'apprenais et celle de mes confrères qui étaient pratiquées dans la ville où je faisais mes études n'ont pas été capables de résoudre mon problème de santé. Ouais. Et très rapidement. Puis les hasards de la vie, le chemin était toujours tracé de hasards qui n'en sont peut-être pas, font que j'ai été amené à rencontrer le docteur Christian Durafour à ce moment-là, et qu'il m'a pris comme médecin traitant. Enfin, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais comme médecin qui s'occupait de moi pendant toutes mes études de médecine. Et grâce à lui, j'ai pu finaliser ces études. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Voilà, j'ai voulu me former très tôt. Il m'a dit non, 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 on ne te formera qu'une fois que tu auras ta thèse. Ok, bon, bah, j'ai tenté. Et j'ai passé ma thèse de médecine. Et la petite anecdote, c'est que j'ai pu présenter cette thèse à un concours national des thèses de médecine générale, ce qui existait à l'époque pour valoriser un peu le travail des thèses de médecine générale. Et il se trouve que j'ai eu le premier prix national ex aequo à cette thèse. Et Ouais. le jour de la délivrance de ce prix, ben, j'étais en Tunisie, à Monastir, à la faculté de pharmacie de Monastir, où Christian Durafour faisait la formation avec le professeur Chemly. Et je commençais ma formation en endobiogénie et phytothérapie clinique. Voilà, donc j'ai préféré, j'ai déjà fait un choix à ce moment-là, et j'ai pas été chercher les lauriers, mais j'étais déjà sur les bancs de Monastir, qui n'est pas désagréable non plus. Donc J'imagine. voilà, donc j'ai fait ma formation à la faculté de pharmacie de Monastir. On pourra en parler peut-être tout à l'heure rapidement. Ouais. Et puis, ben, je prenais l'avion avec mes enseignants parce que la France étant fermée à cette formation-là au niveau universitaire, et bien, les enseignants étaient français et venaient à Monastir. Et donc, j'étais dans l'avion avec mes enseignants et je rentrais avec eux. Si bien qu'il y a un lien qui s'est créé assez rapidement et je suis rentré après rapidement dans l'équipe de formation, enfin, d'apprentissage d'abord et de formation au sein de ce qui était la Société française d'endobiogénie et médecine à l'époque, par Christian Durafour. Voilà comment je suis arrivé là-dedans. Ok. Et l'endobiogénie, du coup, alors moi j'en avais fait quelques posts et stories, mais ce serait bien de l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce que c'est pour toi et comment du coup ça change un petit peu cette pratique médicale classique, je dirais, à laquelle on est plus habitué. Donc, l'endobiogénie, c'est un vocable qu'a créé le docteur Christian Durafour, euh, parce qu'avant, il parlait de la théorie neuroendocrinienne du terrain, mais comme le terme terrain était galvaudé et que le cardiologue, il a son terrain, que l'homéopathe, il a son terrain, que le diabétologue, il a son terrain, que le naturopathe, il a son terrain, on ne parlait pas forcément tous du même terrain, de la même chose, même si l'idée de base était la même. Donc, il a préféré créer un néologisme pour sortir de ces confusions possibles. Et il a créé donc endo, qui veut dire intérieur, bio, la vie, et génie, l'organisationnel. Donc, l'endobiogénie est une approche médicale qui réfléchit sur les mécanismes d'autoréparation de l'organisme et comment on peut venir l'accompagner, le soutenir et éventuellement le tuer s'il n'y a pas d'autres recours. Mais le principe de base est surtout d'optimiser au maximum les capacités d'autoréparation de l'organisme et l'accompagner là-dedans. Et ça, c'est une démarche qui a maintenant 50 ans. Hein. On a fêté 50 ans de l'endobiogénie. J'étais il y a 3 semaines à Monastir justement pour fêter ces 50 ans de l'endobiogénie. Euh, c'est une approche qui s'est construite progressivement parce que docteur Durafour, docteur Jean-Claude Lapraz à l'époque ont rencontré le docteur Jean Valnet. Jean Valnet que beaucoup doivent connaître, j'imagine, au moins dans ses ouvrages, puisqu'il a écrit Phytothérapie et il a écrit Thérapie, qui sont deux ouvrages qui sont des bases. Jean Valnet était médecin militaire et il a fait la guerre d'Indochine. Il était anesthésiste et il s'est retrouvé dans la poche de Dien Bien Phu, privé de médication pour pouvoir soigner les blessés. Et c'est les Vietnamiens qui lui ont apporté des plantes. Et il a soigné les blessés avec les plantes, ce qui ne l'a pas choqué du tout, parce que déjà, on est plus loin en génération. Et sa grand-mère, Jean Valnet, était sage-femme. Et elle utilisait, à cette époque-là, il n'y avait pas de chimie, à l'époque de sa grand-mère, donc elle utilisait la pharmacopée traditionnelle de plantes médicinales qu'on utilisait en Europe. Donc il avait cette culture-là. Et il a fait un énorme travail, Valnet, à l'époque. D'ailleurs, il faisait une émission sur RMC, on l'a leur nature. Ça, c'est pour les anciens qui nous écoutent et j'espère qu'il y en a sur Instagram. C'est pas gagné. Mais il y a des anciens qui sont très modernes. Hein. Je peux te dire, on est dans mes patients qui sont plus doués que moi là-dessus. Et donc, Jean Valnet, il a fait un énorme travail qui était de collecter le savoir de la tradition, de l'usage symptomatique de la plante médicinale. Et il a rencontré donc Durafour à ce moment-là et Jean-Claude Lapraz. Et ils ont réfléchi, ils ont été l'élève de Jean Valnet. Et, euh, et puis, il est vite apparu qu'en utilisant des recettes qui étaient un peu standardisées pour traiter des infections urinaires, par exemple, ça c'est un grand exemple classique qui nous a été raconté en tant qu'élève à l'époque, bien les patients revenaient et disaient docteur, c'est super, depuis que je suis votre traitement, j'ai plus d'infection urinaire, mais en plus j'ai plus de migraine. Ah bon, vous n'avez plus de migraine, mais dans ces plantes, il n'y a rien qui soigne la migraine. Donc traditionnellement. Donc en fait, il y a eu tout un travail de compréhension
de comment fonctionne la plante en interaction avec l'organisme et de compréhension comment fonctionne l'organisme. Et en fait, c'est une double recherche qui est née dans le cerveau de Christian Durafour, de bien comprendre l'interface qu'il peut y avoir entre ces deux mondes, qui est le monde du végétal, plante médicinale, et le monde de l'humain, des patients du quotidien, et comprendre la fonctionnalité de notre organisme permet, et comme tu as suivi la formation, tu sais que là je dis en quelques mots des choses qui sont très complexes, mais permet d'optimiser le choix des plantes qu'on va faire. Et ainsi, on rajoute de la matière grise dans la plante et on va optimiser le pouvoir thérapeutique de ces plantes médicinales parce qu'elles vont être ciblées au plus près de la nécessité sans forcément être la plante la plus symptomatique par rapport à la problématique du patient. C'est-à-dire, on peut avoir un eczéma et on peut utiliser des plantes qui ne sont pas du tout utilisées traditionnellement dans l'eczéma, mais on va utiliser des plantes qui vont correspondre à la fonctionnalité de ce terrain qui va exprimer de l'eczéma. Donc, voilà, on sort du pasteurien, on sort d'une cause, un symptôme, un traitement. Donc, ça, c'est ce qui aboutit à la médecine chimique moderne actuelle et qui a toute sa place. Hein. Parce que quand l'organisme est dépassé dans ses capacités d'autoréparation et que l'urgence de survie, de vie même est présente, il faut se substituer. Il n'y a aucun problème à ça. Mais avant de faire le maximum, et au lieu de se tourner les pouces et d'attendre que la situation soit grave pour faire le maximum, et bien entre le rien faire et faire le maximum, on peut faire une multitude de choses qui ne nous amènera jamais vers le maximum en fait. Et c'est ça aussi toute l'approche préventive qu'on peut avoir dans la compréhension du fonctionnement du terrain de l'individu au niveau neurovégétatif, au niveau endocrinien, au niveau de ces problématiques de congestion qu'on pourra aussi soutenir avec un peu de symptomatique pour soulager le patient dans l'immédiateté aussi, parce qu'on peut aussi utiliser les plantes de façon symptomatique, ça on ne l'exclut pas non plus, c'est que de l'intégration de tout, hein. On a intégré la tradition dans la science. C'est la santé intégrative en fait, l'endobiogénie, elle s'inscrit tout à fait dans cette mouvance-là où on ne rejette pas là ce qui se fait, mais on le fait de façon un peu plus intelligente et en y mettant un peu plus de sens aussi, quoi. Voilà. Et on va surtout se centrer dans cette approche intégrative qui est l'endobiogénie, on va se centrer sur l'individu et sur ses cellules, sur son ADN, sur ses cellules entre elles qui forment le tissu, sur ce tissu qui va former l'organe, sur ces organes entre eux qui vont converser dans l'organisme et sur cet organisme qui va converser avec son environnement puis avec l'univers aussi, parce qu'on est aussi dépendant de la Lune, par exemple, qui a des influences sur nos marées en Atlantique, on le sait bien, mais ça a aussi des influences sur nos marées intérieures entre l'intra et l'extracellulaire. Tout ça, c'est l'interrelié qu'il faut comprendre. On ne comprend pas tout, mais il y a toujours une réponse, il y a toujours une raison à ce qui se passe. Donc, l'objectif, c'est d'aller et voir cette interface et comment on peut interagir dessus en accompagnant, en nourrissant, en soutenant, en freinant certaines dynamiques et pour remettre le patient dans son équilibre parce que notre vie n'est que la résultante fonctionnelle et de l'adaptation. On est en plein dans le Claude Bernard, qui est la grande tête pensante de la culture médicale française, qui a été détrôné par le pasteurien, en fait, par Louis Pasteur, qui a été l'élève de Bernard. Et ce qui est oublié, c'est que Claude Bernard, c'est lui qui a fait même si c'est pas lui qui en a donné le nom, mais c'est lui qu'on a des normes sur la prise de sang. Alors que Pasteur, lui, il a dans cette recherche un symptôme, une cause, un traitement. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que Pasteur n'était pas médecin, mais il était physicien cristallographe. Et donc, il n'avait pas cette conscience qu'ont les gens qui font de la bio en sciences physique, c'est soit blanc, soit alors qu'en biologie, c'est soit gris clair. Et il y a toujours des variantes et des adaptations pour changer les choses. Et c'est là-dessus que se trouve la subtilité du monde. C'est pour ça qu'on n'est pas des pierres. Et c'est sur cette subtilité d'adaptation qu'il faut qu'on arrive à travailler, à percevoir et soutenir l'organisme. Ok, et bah super Jean-Christophe pour cette grosse présentation. On va rentrer un peu plus dans le concret. Tu as sorti un livre récemment qui s'appelle Les clés de l'alimentation anti-cancer, c'est ça? Voilà. Oui, c'est Terre Vivante. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce livre? Alors, le titre est un peu plus long. Hein. C'est Les clés de l'alimentation anti-cancer et maladies inflammatoires, infectieuses et auto-immunes. C'est ça. C'est important.
Donc l'éditeur a vraiment mis en avant le côté anti-cancer, mais le livre est bien plus général et on peut le lire pour toutes ces pathologies. Et il y a dedans le décryptage qui permet de faire la lecture en fonction du niveau d'approche. L'histoire de ce livre, ben, c'est l'histoire singulière d'une rencontre entre un médecin qui est Maryse, donc qui est co-auteur de ce livre, et puis on a été accompagné par Sophie Varzac, qui est journaliste, qui nous a aidé à écrire ce livre de façon très didactique et lisible pour le lecteur grand public. Moi, j'aime bien faire de lecture grand public, mais c'est bien aussi de se professionnel parce que parfois on a un peu de vocabulaire qui est un peu trop. D'ailleurs, il faut me reprendre ce soir, un peu trop en mots savants. T'inquiète, je surveille. Donc, Maryse a une histoire très particulière, c'est que à l'occasion d'une mammographie, comme beaucoup de femmes, donc en 2011, on retrouve des cellules cancéreuses qui sont derrière le mamelon sur une mammographie donc de dépistage. Maryse, je la connaissais déjà, on se connaissait depuis un petit moment. Elle a une sœur qui a eu un cancer du sein, donc elle sait très bien ce que c'est. Maryse, elle a une allergie majeure aux produits anesthésiants. Elle a déjà fait 2 chocs. Je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne, mais ça bug un peu. Et elle a 2 fois en réanimation, donc elle a été ressuscitée 2 fois. Donc, quand on lui a dit ce cancer est pas méchant, pas trop méchant. Allô? Ah, on est un peu coupé. A priori, ça bug. Ça, ça bug de mon côté ou du côté de Jean-Christophe, ceux qui écoutent? Moi, j'ai l'impression que ça bug du côté de Jean-Christophe, Ah, mais ah. Tu veux que je me déconnecte et que je me reconnecte? non, bah là, c'est bon, là, on t'entend nickel. Je sais pas. C'est bien? Jusqu'à Ok. maintenant, ça allait bien. Non, on continue comme ça, mais je pense que Bon. tu peux reprendre au fait. Donc, Maryse, en fait, elle a une allergie massive à tous les produits anesthésiants et donc on ne peut pas l'opérer. Elle a déjà fait 2 gros chocs où elle a failli passer, enfin, elle y est passée hein, et elle a été ressuscitée. Et du coup, là, comme on lui détecte ce cancer du sein qui n'a qu'un traitement, c'est l'opération. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'opérer. Voilà. Donc, elle vient te voir avec ça. C'est ça un peu le Et l'oncologue lui dit si vous ne faites pas opérer, vous êtes morte à Noël, quand même. Donc, sympa. elle fait nocebo majeur. Et moi, elle vient me voir en me disant bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on avait lancé une procédure de prévention de pourquoi elle était allergique. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était en procédure d'allergologie par rapport à ça. Cette procédure, elle a 4 ans. Et on se retrouve en plein milieu de cette procédure. Et Maryse, qui a quand même accepté une biopsie à vif, hein, c'est dans le Courageuse. même. Il faut être courageux. Je lui dis waouh, voilà. Bref, donc on est devant cet incendie. Moi, j'ai pas du tout la prétention de soigner le cancer, hein. Je suis médecin généraliste. J'ai des outils qui me permettent d'accompagner les patients qui sont en charge d'une maladie telle que peut être le cancer, mais d'autres maladies, mais en accompagnement de ce que font. Parce que là, on est dans une situation exceptionnelle, donc ça mérite d'être exceptionnel. Et donc ça, c'est toute la place de la médecine classique, on va dire. Et donc, je lui dis, Maryse, nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà accompagner l'organisme pour le rendre le moins accueillant possible à la maladie. Et dans ce cadre-là, bon, j'ai étudié son endobiogénie et je lui ai mis un traitement propre. Et dans cette prise en charge endobiogénique, eh bien, il y a la prise en charge alimentaire qui est quand même très importante. Et j'ai donné des consignes alimentaires qu'on va voir tout à l'heure. Et Maryse, très rapidement, qui adore cuisiner, s'est retrouvée à manger que du riz chez elle. Et au bout de 15 jours, elle m'a dit j'en peux plus, comment on fait? Je dis mais Maryse, comme vous savez très bien cuisiner, il faut qu'on adapte vos recettes. Donc envoyez-moi vos recettes. Moi, je sais quel aliment il faut supprimer, quel ingrédient on va changer. Maryse n'a jamais mangé de conserve de sa vie, quasiment. Elle a toujours été cuisinière, donc voilà, elle adore ça.
Donc, c'était facile pour elle. Ouais. Et donc, là, on a par échange de mails, sur plusieurs années, on a adapté ses recettes. Et chaque fois qu'on se voyait en consultation, on débriefait des petites choses. Et puis, au bout d'un moment, bah, quand elle a eu 180 recettes, je lui ai dit, Marie, ce serait bien qu'on partage ça, parce que moi, je voyais avec d'autres patients qu'il y a toujours cette difficulté de transmettre le savoir-faire après. Hein. Et Mm. donc, c'est comme ça que le livre est né. Voilà. Donc, Donc, en c'était fait, en deux. oui, il est en deux parties. Tu as une première partie sur un contenu plus théorique, et puis la deuxième partie, ça va être les recettes de cuisine où on se fait plaisir et en même temps, on prend soin de soi. Donc, ça faisait déjà 6 ans que je suivais Maryse à l'époque. Donc, c'était en 2011, en 2022, donc on est à 11 ans. Maryse, elle est toujours suivie, hein, parce que je lui avais obligé d'avoir un suivi classique, de voir l'oncologue tout régulièrement au rythme que l'oncologue décidait. On a fait le tour des anesthésistes de France aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas un endroit où on aurait pu l'opérer avec toute sécurité. On n'a pas trouvé ça. Et donc, elle a eu sa dernière mammographie qui montre que rien ne bouge. Donc, on a stabilisé un terrain qui a eu une période de sa vie qui a eu des velléités à déraper, on va dire. Donc, on en est là. Et elle est en pleine forme. Elle a fait plein d'activités. Elle a plein d'activités au niveau associatif. Plein de choses. Et puis, elle adore parler du livre aussi. Donc, partout où elle passe, hop, elle en discute. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un de très dynamique. Et bah, Et alors, ce top, qui est bah, c'est super, beau. c'est voilà, ce qui est super, c'est que son mari n'aime pas les médecins, il ne va pas voir les médecins et qu'en fait, par l'alimentation, indirectement, j'ai soigné son mari qui va nettement mieux alors que voilà, tout passe par là. Donc lui qui était un grand mangeur, un bon mangeur, qui appréciait la cuisine de Maryse et tout, ben, il a continué à l'apprécier malgré les changements, ce qui au début n'était pas gagné. Voilà. Ouais. Donc une cuisine, il faut manger heureux, il faut que ce soit joyeux, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut qu'il y ait des goûts, et pour autant, il y a des aliments qu'il va falloir enlever de l'alimentation quand on est face à ce genre de problématique. Alors justement, lesquels? Alors on parle souvent du sucre. On dit toujours il ne faut pas manger de sucre quand on a un cancer, ça nourrit les cellules cancéreuses, etc. Sauf qu'à force d'entendre des choses, tu sais, les gens, enfin, ça devient des banalités, mais tu connais, comme tu n'as pas les fondements pour comprendre le pourquoi du comment, c'est vrai que pour te motiver à le suivre, ce concept, c'est difficile. Donc là, est-ce que toi, tu valides qu'effectivement, il faut éviter le sucre? Et pourquoi, en fait, en endobiogénie, vous jugez que c'est quelque chose qui va nourrir un terrain propice à l'installation d'un cancer? Alors, on aime bien trouver du sens aux choses quand on fait de Mm. l'endobiologie. Pour être très très simple, une cellule qui se multiplie, elle a besoin d'énergie. Et l'énergie est apportée essentiellement par le glucose et par l'oxygène qui vient mettre le feu au glucose pour libérer cette énergie. Et donc tout ce qu'on mange, que ce soit des sucres, que ce soit des graisses, que ce soit des protéines, tout ça un jour ou l'autre dans notre organisme, ça va se transformer en glucose pour arriver à la cellule pour la nourrir. La particularité des cellules cancéreuses, c'est qu'elles se multiplient beaucoup, alors que les cellules saines, elles se multiplier, se reposer, se multiplier, se reposer. Donc il y a une très forte demande énergétique au niveau des cellules cancéreuses. Donc la première consigne, effectivement, c'est de supprimer le sucre ajouté à l'alimentation. Vu que notre corps sait fabriquer le sucre dont il a besoin pour son métabolisme, ce n'est pas la peine de venir gaver de sucre. Or, la vie moderne gave de sucre. Donc, il faut supprimer tout ce sucre ajouté, tout ce glucose ajouté. Et c'est arrêter les confitures, arrêter les bonbons, arrêter les pâtisseries industrielles, arrêter même la moutarde a du sucre dedans. Il faut lire les étiquettes, il faut supprimer tous les produits de l'alimentation où il y a du glucose ajouté. Alors, le glucose en particularité, parce que le glucose entraîne un choc dans l'organisme qui entraîne une libération de l'insuline qui va faire rentrer ce sucre dans la cellule. Donc l'insuline accentue les choses. Et donc il faut éviter par cette consommation de sucre ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, donc la surnutrition des cellules en phase de multiplication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait arrêter l'oxygène. Alors ça, c'est embêtant parce que si j'arrête l'oxygène, en fait, il n'y a plus de problème parce qu'on va vite mourir. Compliqué. Hein, donc voilà, on ne va pas s'empêcher d'être en apnée. Ça, c'est pas possible. Mais le propre des cellules cancéreuses par rapport aux autres cellules de l'organisme, c'est comme elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour avoir leur oxygène en priorité, elles vont créer de l'inflammation. Et en créant cette inflammation, elles vont augmenter le volume de débit sanguin localement et elles vont donc avoir beaucoup plus d'apport de sucre, mais elles vont surtout avoir plus d'apport d'oxygène et donc là, elles ont gagné. Donc il faut, nous, en stratégie, diminuer l'inflammation.
Et il y a des aliments qui vont avoir un effet pro-inflammatoire sur l'organisme. Donc, Qui sont? alors qui sont, c'est un peu éparse, mais qui sont d'abord tous les aliments qui vont surcharger le travail du pancréas. Ouais. Donc, tu as bien vu dans ta formation comment le pancréas est en lien avec le système nerveux parasympathique et comment l'état de fonctionnement parasympathique crée de l'état congestif qui conditionne l'inflammation. Donc, c'est un petit peu des cascades un peu complexes, hein, mais là, je le dis vite. Donc, on fait en substance, si on diminue le travail du pancréas, on diminue la capacité de l'organisme à l'inflammation. Pour ça, il faut déjà mastiquer, il faut déjà saliver, parce qu'une partie produite par le pancréas sont aussi fabriquées par nos glandes salivaires. Et si ce travail enzymatique qu'on commence en bouche, c'est du temps de gagner pour notre pancréas. Il faut éviter l'alcool, c'est une évidence. Éviter le sucre, pour cette raison-là aussi. Il faut éviter les graisses cuites. Il faut éviter, qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais plus, L'alcool, l'alcool, graisse cuite, les produits laitiers, les laitages. les produits laitiers, voilà, le plus important, parce que les produits laitiers sont des protéines très difficiles à digérer, donc ça nécessite un gros travail enzymatique qui fatigue beaucoup le pancréas. Après, il faut aussi diminuer tout ce qui créerait de l'inflammation au niveau intestinal. Donc on retrouve à peu près les mêmes aliments et on va y rajouter toutes les farines blanches modernes. Les farines blanches modernes ont une activité pro-inflammatoire et pas que à cause du gluten. Euh, il y a le gluten, c'est un grand débat, mais il y a aussi des protéines dans le noyau cellulaire du grain de blé qui sont pro-inflammatoires qu'on ne libère pas quand on fait une farine avec une meule de pierre de façon traditionnelle. Notre organisme n'arrive pas à digérer la membrane nucléaire de la cellule de blé. Hein. Donc, si on a cette membrane-là, c'est évacué dans nos selles et puis il n'y a pas de problème. Mais avec les moulins modernes qui font de la farine très très fine, on va jusqu'à casser ces membranes-là et libérer des protéines qui sont pro-inflammatoires et qui vont être très intéressantes pour l'industriel parce que ça va contribuer avec le gluten à faire monter très vite la pâte et à la travailler beaucoup moins comme on peut le faire de la panification à l'ancienne. Donc gagner du temps. Et pour l'industriel, c'est gagner de l'argent. Mais c'est inflammer nos ventres et nous rendre malades. Donc en grosso modo. Hein. Donc ça, c'est un problème supplémentaire qui s'ajoute au gluten. Et c'est pour ça que toutes les farines sont les deux grandes lignes de conduite par rapport à cette approche anti-inflammatoire. Et puis, on est face à une cellule cancéreuse, à des cellules cancéreuses, des cellules qui sont en phase de multiplication. Et dans notre organisme, on est fait de telle façon que pour lancer la construction des choses, on a des hormones qui vont gérer ça. Et il va falloir aussi apporter de l'énergie, de la matière première pour cette construction. Donc on a d'autres hormones qui gèrent ça. Et une fois qu'on est à l'âge adulte, c'est un peu plus facile. Chez l'enfant, c'est plus complexe. Parce que vous connaissez tous ces hormones de croissance, on en a parlé. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est des hormones qui initient la croissance. Et ces hormones-là, ce sont les hormones génitales, essentiellement les œstrogènes. Donc, il va falloir supprimer toutes les plantes qui nous apportent des œstrogènes. Donc là-dedans, on a la sauge, on a le soja, on a le fenouil, on a tous les anis vert, tout ça. On a le carvi, on a le safran. Voilà, on a fait tout un tableau à la fin du livre où on relève toutes ces plantes-là. Et du coup, je me permets juste de t'interrompre, Jean-Christophe, parce que dans cette liste, tu fais figurer, toi, le gingembre. Et oui. moi, je fais beaucoup de cancéro aussi au cabinet. Et tu vois, souvent, on parle. Alors, pour les patients, là, c'était pas le cas de Maryse, mais tous les patients qui vont quand même faire de la chimio ont la grosse problématique des nausées. Et donc, le gingembre, c'est vrai que ça reste une plante, que ce soit sous la forme de la tisane à boire ou de gélules à avaler ou de l'huile essentielle à respirer. C'est vraiment une plante phare vers laquelle, qu'on utilise beaucoup. Et donc, toi, tu dis, dans l'approche de l'endobiogénie, c'est plutôt une plante qu'il faudrait éviter sur ces terrains-là. Oui, on va l'éviter absolument. Parce que là, on est dans une vision purement symptomatique. Il y a eu une superbe étude qui a démontré que le gingembre avait des propriétés antiémétiques et on s'arrête là. Mais le gingembre a d'autres propriétés. Et le gingembre, c'est une plante tonique qu'on utilise beaucoup en convalescence parce que c'est une plante qui stimule les hormones génitales et qui stimule la relance de la production de multiplication cellulaire. Et donc, si j'ai un trauma de la route et que je suis en convalescence cassée de partout, là, le gingembre me fera du bien. Si je suis très âgé et que j'ai eu une bronchite très sévère
et que j'ai du mal à récupérer, là, le gingembre me fera du bien parce qu'il va Ouais. restimuler la dynamique de réparation. Le problème, c'est que quand on est dans un terrain cancérinique, si on donne du gingembre, on va stimuler cette voie-là et on va donc, c'est comme si on allait bombarder l'ennemi avec des grosses bombes et que derrière l'avion, on envoie un autre avion qui envoie des vivres avec des caisses comme ça. Alors c'est sûr que c'est Ouais. peut-être pas ça qui va faire réveiller le cancer, Mm. on est dans des niveaux de force différents, mais c'est un peu au niveau purement de la physiologie, c'est un peu un non-sens que de Ouais. mettre du gingembre pour accompagner des chimiothérapies, alors qu'on a plein d'autres, on a d'autres plantes qui peuvent être utiles pour ça. Et c'est Ouais. pareil pour l'ail, par exemple, parce que on a fait le parallèle par rapport aux plantes qui apportent des oestrogènes. Il faut savoir que globalement, la nature elle est très oestrogénique et toutes les plantes apportent des oestrogènes, mais on apporte beaucoup et d'autres qu'on apporte un petit peu. Donc, alors, il y a des plantes qui sont un peu à la frontière et donc là-dessus, il y a toujours plein de débats. On peut discuter, il n'y a pas de souci. Donner du sens dans le choix qu'on fait, c'est ça qui est important. C'est d'ailleurs ce qu'on vous apprend dans la formation. Donner du sens Ouais. par rapport à vos choix. On a on a l'autre axe qui est l'axe de la thyroïde, donc il faut qu'on calme parce que la thyroïde, c'est la grosse chaudière de l'organe énergie et de la matière première pour construction. Et donc, on a un couple infernal entre la génitale et la Mm. thyroïde. Qui l'un réclame l'énergie et la matière première et l'autre fournit l'énergie et la matière première. Et dans les plantes qui stimulent la thyroïde, on a l'avoine qui stimule aussi les oestrogènes, on a toutes les algues, le fucus, la laminaire, et on a l'ail, entre autres. Et donc, c'est toujours un grand scandale quand je dis qu'il faut supprimer l'ail sur un cancérinique. Parce qu'on me dit, mais l'ail, c'est une plante magique, ordinaire, qui a plein de propriétés. Oui, c'est une plante extraordinaire, mais qui ne va pas dans l'action de la thyroïde. Et si grosso modo, au niveau du terrain, on a pu déterminer que 2 cancers sur 3 ont le fait l'initiateur de cette problématique, de la nourriture de cette problématique, qui est surtout les hormones génitales. Et 1 sur 3, c'est plutôt les hormones thyroïdiennes qui sont dans l'initiative de la nutrition, de la création de cette maladie. Après, la genèse du cancer, c'est une autre histoire, mais les choses n'arrivent pas de façon spontanée. Il leur faut de l'énergie, il leur faut à boire et à manger, j'allais dire. Ouais. Si on ne leur donne pas ça, elles ne se développent pas. Et c'est ce qu'on a fait avec Maryse, et c'est pour l'instant quelque chose qui marche depuis 11 ans. Je fais un petit break de secondes. Pour ceux qui nous rejoignent là en cours de route, là, je suis en live avec le docteur Jean-Christophe Charrier, qui a sorti un livre sur les clés de l'alimentation anti-cancer, mais aussi valable dans les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes. Voilà, et donc il raconte on a fait un petit topo sur ce que c'était que l'endobiogénie, l'histoire de Maryse, donc cette patiente qui a un cancer du sein, mais qu'on ne peut pas opérer parce qu'elle est allergique à tous les anesthésiants. D'ailleurs, Jean-Christophe, on a eu les questions de savoir si Maryse, elle n'avait pas été voir des gens qui font des anesthésies sous hypnose. Est-ce que ça n'a pas été envisagé, ça? Parce que ça existe. Ça a été envisagé, ça. Ça a été envisagé, mais on n'a pas trouvé un seul anesthésiste qui a voulu l'accompagner dans la prise en charge chirurgicale pour cette opération-là sous hypnose seule. Ok, Elle d'accord. était prête pour ça, Maryse, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, du coup, cette Marie, c'était en 2011. On lui avait dit à Noël, vous êtes morte. Et on est en 2022. Elle est toujours vivante. Et du coup, elle a suivi tous les recommandations donc de Jean-Christophe et donc sur fondement de l'endobio. Et ils ont compilé 180 recettes qui nous livrent du coup dans ce super livre que tu as, que tu peux peut-être remontrer la jaquette. Ouais. Voilà. Ah, Voilà, les clés de l'alimentation anti-cancer. Et en dessous, il y a un autre sous-titre qui traite aussi des maladies inflammatoires, etc. Donc voilà. Donc là, on a vu un peu le gros axe alimentaire, je dirais, où on tient compte de cet axe thyréotrope, gonadotrope, le pancréas, etc., toute l'inflammation, tout ça. On a l'axe aussi phyto, puisqu'il y a aussi des plantes que tu as pu donner à Maryse pour traiter aussi ces terrains-là. Alors ça bug à nouveau. Quand ça bug comme ça, Jean-Christophe, si tu m'entends, mets-toi en 4V. tout à fait. Alors là, j'ai une communication qui n'est pas très bonne, mais en, Sinon, tu te mets en j'ai pas 4G, entendu. tu te déconnectes de ta Wi-Fi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, en général, ça passe mieux.
Alors, est-ce qu'on va récupérer Jean-Christophe ou pas? Donc bref, tout ça pour dire que moi, petite diététicienne, dans nos cours de cancéro, on nous apprend que le Voilà. fléau de la cancéro, c'est la dénutrition et qu'on dit aux patients, vous pouvez manger tout ce que vous voulez pour ne pas perdre de poids et pas rentrer en dénutrition. Et en fait, ça, c'est un discours qui est scandaleux. Je disais, Jean-Christophe, que moi, en tant que diététicienne, quand dans nos cours, et moi j'ai fait aussi de la cancéro à l'hôpital, on nous dit que justement, il faut manger hyper protéiné, hyper calorique, avec de la protéine laitière dans tous ces compléments nutritionnels oraux, ce qui est absolument horrible. Et qu'on nous dit que le fléau, c'est la dénutrition, et donc le patient a le droit de manger tout ce qu'il veut. Et ça, c'est scandaleux de tenir encore ce type de discours, alors qu'on a plein d'études qui montrent que justement, tout ce que tu as dit, le sucre, l'alcool, les farines modernes, etc., les laitages sont plutôt à éviter. Et en fait, tu as encore plein d'oncologues qui négligent complètement le rôle de l'alimentation dans, dans la guérison, enfin le traitement d'un cancer. Tout à fait. Il ne faut pas se dénutrir en protéines, c'est important, parce que si on veut que les médications puissent aller atteindre leur cible, il faut des transporteurs de ces médicaments, et ces transporteurs, ce sont les protéines. Donc, c'est pas parce qu'on va supprimer, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les viandes rouges, c'était ça que je cherchais. C'est pas parce qu'on va supprimer les viandes rouges qu'on va se carencer en protéines, parce qu'il y a plein d'autres façons d'avoir des protéines. On a déjà toutes les volailles, on a les poissons, et puis il y a toutes les protéines végétales qui sont intéressantes, hein, comme les petits pois, les pois chiches, les haricots, les fèves. Il y a façon d'avoir suffisamment d'apports protéiques. Et les œufs sur un terrain cancérénique, tu en penses quoi? Alors, les œufs, tels qu'on les consomme, ne posent pas de problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une marge, c'est-à-dire que globalement, tout nourrit, donc Oui. il y a toujours il y a de la lécithine dans les œufs, et on utilisait la lécithine quand même des œufs en après-guerre pour renourrir les gens qui sont en grande concentration, hein. Il suffit d'aller chercher les vieux d'Orvaux de 1948, j'en ai un, et ils préconisaient ça. Donc quand on voit par exemple tous les problèmes d'obésité qu'on a dans notre monde et qu'on a de la lécithine un peu partout, de la lécithine de soja dans les chocolats, dans tout ça, on pourrait se poser la question de... Voilà, j'ai déjà posé à plusieurs nutritionnistes, personne n'était capable de me répondre à cette question-là. Moi, je me la pose toujours. Donc, mais bon, quand on ne va pas manger 24 œufs d'un seul coup, en général, sauf si on est sportif et qu'on veut être bodybuildé le matin, donc sur la consommation habituelle des œufs dans notre alimentation, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce qu'on peut parler du coup un peu des plantes, Jean-Christophe, de la phyto que tu peux conseiller, toi, sur des terrains cancériniques? Et ce que tu as pu proposer à Maryse, justement? Alors, on va avoir des plantes qui vont accompagner déjà le stress d'adaptation et donc de soutien à sa surrénale. Et pour ça, on va avoir le grand binôme classique en endobiogénie qui est la synergie entre le cassis et l'églantier en gémothérapie. Ouais. Ça, on va l'avoir dans tous les fonds inflammatoires, en fait, hein, quel que soit. C'est pour ça qu'il y a plein de points communs dans ces régimes alimentaires. On va utiliser en fonction du terrain, donc ça, il faut quand même un bon temps de consultation pour comprendre, mais on va utiliser des plantes qui peuvent avoir une action freinatrice au niveau hypophysaire pour limiter la demande de production d'hormones génitales, demande qui est faite par les cellules cancéreuses, quelque part, qui crée un besoin métabolique. Et ça, notre hypophyse, elle n'interprète pas que c'est du terrain sain ou de la cellule malade qui réclame, elle sait qu'il y a besoin. Donc, elle va accentuer la demande de ces hormones qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, là, on va avoir des plantes comme le gâtillier, comme le Vitex agnus castus, hein, le gâtillier, comme le grémil, lithospermum, comme la lycope, lycopus, comme le fabiana, le pichy. Ces plantes qui vont avoir des actions de freination hypophysaire plus ou moins axées soit sur l'axe gonadotrope, soit sur l'axe thyrotrope, pour freiner cette demande hypophysaire de produire ces hormones-là. Donc ça, c'est nous on intègre dans notre prise en charge par rapport aux patients qui sont porteurs d'un cancer, en accompagnement de leur traitement classique. On peut aussi apporter des plantes qui vont optimiser l'efficacité du traitement. Les traitements classiques ont une certaine toxicité hépatique. Et donc, avec déjà simplement de l'aubier de tilleul qu'on peut donner en décoction pendant toute la période de chimiothérapie, on peut accompagner ces patients et optimiser le fonctionnement de leur foie. Ce qui fait dire aux oncologues avec nous,
ou avec lesquels on a les mêmes patients qui, quand ils ouvrent la porte de leur salle d'attente, ils connaissent déjà les patients qui sont suivis par nous que par les autres parce que nos patients ils paraissent pas malades alors que les autres paraissent malades. Hein. Et ça, et plusieurs collègues qui sont oncologues et qui on a pu échanger disent ah bah, de toute manière, tes patients, je sais en ouvrant la porte où ils sont parce qu'ils ont l'air en pleine forme, enfin normal, quoi, alors qu'ils ont le même traitement que les autres qui sont déjà abattus. Et tout Ouais. simplement, déjà avec le tilleul, on optimise beaucoup ça. On parle beaucoup du drainage aussi en endobiogénie et c'est quand même une étape primordiale. Si on veut qu'un traitement soit efficace, je vous l'ai dit, il faut des protéines dans le corps pour porter ce traitement. Il faut aussi que l'organe principal, qui est le foie, qui va métaboliser tous les médicaments qui rentrent dans le corps, soit optimum dans son fonctionnement. Donc il faut aménager son alimentation par rapport à ce foie et il faut aussi utiliser des plantes qui l'accompagnent là-dessus. Ok. Là, du coup, Maryse, tu disais qu'elle était toujours en suivi. Elle continue toujours cette alimentation-là. Enfin, elle est considérée comme guérie ou pas? Alors pour moi, je la considère comme guérie. Ouais, Euh, c'est difficile pour les personnes qui font les mammographies de dire qu'elle est guérie. ouais, Euh, ils disent, eux, c'est qu'elle est dans un état stable qui n'a pas évolué depuis 11 ans. d'accord. Et est-ce qu'elle continue les plantes que tu lui as, là que tu viens de citer, ou du coup, à l'espace, comment- On se voit en moyenne 2 fois par an avec Maryse et on adapte son traitement qui est maintenant extrêmement simplifié par rapport à ce qu'elle a pu avoir au début. Mais son alimentation est toujours la même. Et en fait, c'est une nouvelle culture. Elle a Ouais, changé de culture. Et ce que je dis, c'est que quand on va à l'étranger, quand on fait un voyage à l'étranger et qu'on ne va pas dans les grands hôtels, mais qu'on va chez l'habitant, qu'on fait du woofing ou des choses comme ça, on mange comme les gens qui vivent dans ce coin-là. Et mm, donc, on change de culture alimentaire. Et ben, moi, ce que je propose, c'est qu'en restant sur place, dans notre pays, on change notre propre culture alimentaire en mettant des aliments sains dans notre corps. Et moi, mon objectif, un peu utopiste, c'est que chacun d'entre nous, on puisse être comme dans l'élevage de volailles bio, c'est-à-dire qu'on puisse nous mettre le tampon de l'agriculture biologique. C'est parce que le jour où chacun d'entre nous, chacun de nos patients pourrait être labellisé agriculture biologique, en fait, il n'y a plus de problème d'environnement. ouais. Oui, Et non, ça mais commence par notre corps. Tout ce qu'on met dans notre corps, tout ce qui est polluant qu'on met dans notre corps va polluer la nappe phréatique, va polluer tout ça. Donc plus on va avoir une alimentation saine pour plein de raisons, euh, et plus on va protéger notre environnement. Donc c'est aussi l'intégration, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'on est en interaction avec le monde qui nous entoure. Et si on fait des choix de qualité alimentaire, eh bien on a un impact environnemental qui est loin d'être négligeable. oui, et en plus, un impact du coup sur notre santé et notre qualité de vie à long terme, parce qu'en fait, l'alimentation que tu préconises, c'est ni plus ni moins que celle qui fait le lit de toutes nos maladies de civilisation et de la grande majorité de nos maladies, puisque les maladies ne s'expriment que sur des terrains, en fait. Peu importe qu'on ait des susceptibilités génétiques, héréditaires, etc. Il y a quand même ce truc génial qui est l'épigénétique et qui passe en grande partie par l'alimentation aussi, quoi. Ben, on est construit de ce que l'on mange et ça on le sait pas depuis hier, hein, parce que Hippocrate Mm. le disait déjà. Donc on a mangé le monde et on est un reflet de ce qu'on a pu manger. Et donc on a des outils qui liés à notre génétique qui marchent plus ou moins bien et ça dépend de chacun. Mm. Euh, donc certains vont éliminer certains aliments qui ont vraiment du mal à digérer, alors que pour d'autres ça pose aucun problème et que l'aliment de base il est sain, mais ça c'est la Ouais. particularité. Mais si on arrive à reconnaître les aliments qui peuvent nous être nocifs directement et aussi indirectement, parce qu'il y a toute cette pollution environnementale dans la production de cet aliment et dans le rejet de ce qu'on va faire de cet aliment aussi, on est une interface. Hein, donc c'est vraiment important de maîtriser ça et d'aller chercher la qualité. Et alors c'est vrai que dans notre monde moderne, on est tous pressés. Moi le premier, on a peu de temps pour cuisiner, malheureusement. J'adorerais avoir du temps pour cuisiner, mais ça, j'attends la retraite. C'est un peu difficile. Pour autant, on pourrait aussi très très bien développer une alimentation industrielle de qualité. Je pense que c'est possible. Et on le voit dans les boutiques bio déjà, dans les magasins bio, il y a déjà des produits qui sont préparés. Certains sont encore un petit peu critiquables, mais il y en a qui sont quand même dans de bonnes formulations, dans de bonnes recettes. Et, euh, et si ce n'est pas le meilleur, c'est au moins quelque chose qui s'y approche et c'est quand même mieux que tout ce qui pourrait être trop travaillé. Il faut bien savoir que
quand on a une alimentation très citadine et qu'on ne cuisine pas, on a surtout une alimentation morte. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a du tout dedans, il y a des conservateurs, parce qu'il ne faut pas que les choses pourrissent, il faut que ça soit vendable longtemps chez l'épicier. Ça reste au moins la semaine à la maison, parce qu'une fois par semaine. Et donc, pour que ça tienne, on met des conservateurs, on met des antioxydants, on met plein de choses comme ça. Et ces produits-là, quand ils ne sont pas sains, ils viennent dans notre corps aussi. Hein. Oui, Et bah, donc, c'est les on est. pathologies d'encrassage dont parlait signalé, c'est un peu ça, quoi. C'est qu'on s'encrasse de Oui, toutes les cochonneries qu'on se met et ça finit par faire le lit de maladies 15, 20 ans plus tard. tout à fait. Par exemple, si on prend. J'ai un très bon exemple parce que je fais aussi, je donne des monodiètes parfois à mes patients. Ouais. Et donc, de raisin, là, on sort de la période où il faut la raisin. J'ai un patient, mais j'étais jeune médecin, ça faisait 2-3 ans que j'étais en pratique et je suis en endobiogénie et je donne à un patient une cure de raisin. Et il me dit, docteur, c'est étonnant, j'avais pas envie d'arrêter de fumer, pourtant je peux arrêter de fumer pendant la cure de raisin. Ok. Et puis il tient le coup toute l'année, il a arrêté de fumer. C'est comme ça, c'est le seul qui m'a fait le coup. Hein. Mais bon, c'était dans son terrain, c'était le moment. Et puis l'année d'après, il refait la cure de raisin parce qu'elle coûte bien. Et puis il me dit, quand je le vois, il me dit, vous savez, j'ai refait la cure de raisin. Ma femme, elle est venue me voir et elle m'a dit, t'as repris le tabac, toi? Et il me dit, non, pas du tout. Et en fait, il transpirait l'odeur du tabac qu'il avait gardé dans son corps. Et sa femme avait senti qu'il sentait le tabac alors qu'il ne fumait plus depuis un an. Hein, ça vous dit que les cures de détox, c'est pas que du marketing, c'est pas que pour faire du papier journal. Les cures de détox, elles ont un rôle. Il faut les faire avec du sens. Donc c'est toujours bien d'accompagner quand on fait une cure de détox. C'est pas à faire tout seul. Au moins la première. Et celle qui nous convient, on pourra après la faire plusieurs fois dans sa vie. Ça rentre dans notre hygiène. Il y a les professionnels de santé qui sont là pour guider. Et ces cures-là sont très importantes parce que si on enlève ces choses qu'on peut même percevoir dans l'odeur, c'est qu'on a été empoisonné malgré tout par ces substances pendant toute cette période. Et il suffit qu'il y ait le cancer, pour parler de lui, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas une cause qui crée le cancer, c'est une multitude d'événements qui peuvent prendre plusieurs années, qui viennent s'ajouter les uns les autres et qui vont construire une dynamique qui va faire basculer vers le cancer. Hein, parce Ouais. qu'on fabrique tous une centaine de cellules cancéreuses tous les jours et heureusement, on va les détruire tous les jours. Euh, Quand on n'arrive plus à les détruire, et bien, effectivement, la maladie prend la place d'un parasite qui vient pomper son énergie en nous et qui vient mettre de l'anarchie, on va dire, dans notre organisme. Mais voilà, c'est toute cette multitude qui peut amener à l'anarchie, que ce soit dans notre organisme ou dans une société. Hein, c'est pas, le génie peut avoir des différences sur des modes de fonctionnement entre les dynamiques entre elles. Si on arrive à gérer un élément, en enlever un troisième, eh ben, on se met dans un état infraclinique et la maladie n'arrive pas à s'exprimer alors qu'elle est là. Et c'est ce qui se passe avec Marie. C'est-à-dire qu'on l'a mise dans un état infraclinique, précritique. De l'état critique, on est passé à l'état précritique, voire on est passé dans un état euh, fonctionnel, physiologique, qui est normal. Ben écoute, ça fait beaucoup de bien de t'entendre, toi, médecin, dire ça, parce qu'il y en a tellement qui dézinguent les cures de détox, et ne serait-ce que ce mot-là, et qui considèrent que voilà, le corps faisant sa détox un peu tous les jours, tout le temps, on n'a pas besoin de venir en faire en plus, que l'alimentation, ça ne sert pas à grand-chose quand c'est tellement simple que d'avaler un cachet sans se responsabiliser, et que toi, tu nous dises justement tout ce que nous, on dit un peu dans les diètes, les naturaux, voilà, dans l'alternative, mais de façon assez sérieuse, que tu le valides, ça fait beaucoup de bien. Donc merci Jean-Christophe de dire que c'est des fondements qui sont des bases que c'est la médecine d'avant en fait. Hein. C'est des fondements qui sont culturels et sociologiques parce que les chrétiens font le carême, les musulmans ils font le ramadan, les juifs ils font, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans les cultures religieuses, il y a des jeunes qui se mettent les Indiens, ils ont aussi des jeunes qu'ils ont institués en fonction de rites. Et quand on regarde, il y a du sens là-dedans. Et c'est ça qu'il faut voir, le sens des choses qui qui sont entrées dans la tradition, dans la culture. Mais à l'origine de l'origine, pourquoi ça est venu? Parce qu'en fait, on a des périodes de nécessité. Et puis, Homo sapiens sapiens, avant d'avoir une vie organisée en société, c'était un primate nomade. Hein. Donc, il avait nomade, il était chasseur-cueilleur. Donc, il avait des périodes fastes et des périodes de diète. Et donc, alors que nous, maintenant, on mange tous les jours
massivement ou trop massivement tous les jours. Et c'est un plaisir de manger, donc il n'y a pas de problème à le faire, mais il faut le faire avec de bons aliments. Il faut savoir qu'effectivement, on est constitué plutôt pour vivre la disette que pour vivre l'opulence, et Ouais. actuellement dans l'opulence. Et donc faire un jeûne, ou une diète, moi je suis plus dans les diètes que dans les jeûnes. Bon, après ça, Mm. on peut rentrer dans des débats, hein. Mais si on rentre dans une diète et qu'elle n'est pas faite n'importe comment, qu'elle n'est pas faite parce qu'on n'y connaît rien et qu'on a lu un journal jour, voilà, et qu'on dit ah ça c'est super, je vais le faire. Non, c'est bien d'en parler avec un thérapeute qui nous accompagne et qui nous dit non, celle-là n'est pas pour vous. Oui, celle-là, oui, allez-y, faites-la, je vais la faire, voilà. Mm. Et pas quitter, entraîner les patients à faire des détox si nécessaire. Oui, oui, c'est important pour garder une bonne santé en fait. Et pour récupérer une certaine énergie, avoir une bonne immunité, affronter les périodes saisonnières délicates. Est-ce que dans ton livre, tu en parles justement de ces diètes, enfin, de raisins, de pommes, etc. ou pas du tout? Alors j'en parle dans un autre livre Mm. Oui, qui parce que s'appelle, tu en as écrit plusieurs. voilà, je l'ai amené d'ailleurs, qui s'appelle Se soigner toute l'année au naturel, où Top. on part saison par saison. On a donc les 4 saisons avec les petites maladies de la maison par saison. Et en intersaison, j'ai mis les cures principales. Voilà. Puis on a fait un autre livre qui s'appelle Objectif Santé, qui reprend toutes ces cures bien détaillées avec des recettes, parce qu'il y a eu de la demande pour ça, pour qu'on puisse accompagner les choses. Oui, oui, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et ça me paraît être le démarrage d'une prise en charge. Ouais. Il faut commencer par le début, et le début, c'est ce qu'on fait 3 fois par jour minimum, voire 4 fois par jour. C'est nos repas, et c'est ce qui nous construit. Et si on met pas les bons, si vous avez construit une maison avec du mauvais sable, du mauvais ciment, des mauvais parpaings, votre maison va s'écrouler à un moment donné. Même si vous faites un château, ça peut être magnifique, mais ça s'écroulera si vous n'avez pas mis les bons éléments de construction. Ben, votre corps, c'est une construction qui est vivante, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de régénérescence en permanence. Tous les jours, vous vous reconstruisez. Donc tous les jours, Mm. même si vous avez fait des erreurs à un moment donné, qu'il y a eu des choses qui sont mal rentrées dans votre corps, et bien à un moment donné, vous allez les ressortir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez votre âge, en fait, votre corps n'a pas votre âge. Ouais. Votre corps, Et il est oui, en il y a trois perpétuelle. âges. Voilà. Les vieilles peaux, ça n'existe pas, hein. La peau, elle a 3 semaines, c'est tout. Et voilà. Ok Jean-Christophe, alors donc je rappelle que tu as écrit ce livre, donc les clés de l'alimentation anti-cancer et des maladies inflammatoires et auto-immunes. C'est chez Terre Vivante. Il y a la moitié, c'est que du contenu théorique pour vous expliquer les fondements. Et la deuxième partie, c'est les recettes de Maryse, donc parmi les 180 recettes justement qu'elle a mis au point avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Euh, voilà. Et Et Maryse, elle a réussi à faire un bavarois à la framboise, parce qu'elle avait beaucoup de mal pour faire un gâteau d'anniversaire pour fêter son anniversaire. ok, et ben voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Pour les pros de santé qui seraient parmi nous, sachez que l'Institut d'endobiogénie propose au printemps prochain un parcours de soins d'accompagnement aux patients cancéreux. Alors qu'on soit adhérent ou non, qu'on ait suivi ou non la formation en endobiogénie, c'est juste ouvert aux professionnels de santé, mais de tous bords. Donc vous pouvez venir, ce sera sur 1 à 2 jours, ce sera en distanciel. Et du coup, qui vous présentera un petit peu comment est-ce qu'on peut accompagner les patients dans ces situations-là. Et donc, alors, je n'ai fait que la grosse formation de l'endobiogénie, mais qui était vraiment géniale. Je compte faire les autres plus petites. Et donc, tous ceux que ça titillerait, clairement, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, je crois, Jean-Christophe, que c'est pas encore, c'est en train d'être mis en place sur le site internet, mais vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de l'Institut d'endobiogénie. Tout à fait, tout à fait. On vous attend pour ceux qui sont passionnés par ça. Eh bien, parfait. Est-ce qu'il y a des questions parmi ceux qui sont là, qui nous ont regardés, que vous voudriez poser à Jean-Christophe, que ce soit sur l'alimentation, sur la phyto, sur le cancer en général, sur l'endobio? N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, dans les questions qu'on m'avait posées, ouais. C'est bien chez Terre Vivante, hein, ton livre, Et Jean-Christophe. tout à fait, terre vivante, oui. Ok. Et le deuxième, lactacité, se soigne au naturel, c'est chez qui?
Chez Pratt Édition. Ok. Bon, bah parfait. Écoute, il n'y a pas de questions. Jean-Christophe, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Ben, la fin, c'est qu'il est bientôt l'heure d'aller manger, justement. Et qu'on Donc, a faim? voilà, donc regardez votre assiette autrement maintenant. Et puis, bien manger, c'est aussi ben, c'est penser à ses enfants quelque part et c'est penser aux générations qui vont venir. Et c'est important de réintégrer une culture alimentaire importante. Et n'oubliez pas le collagène non plus, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le collagène est vraiment important et on n'en a plus dans notre alimentation moderne, puisqu'on ne fait plus Ouais. bouillir les os et les C'est couanes. ça, le bouillon d'os, le fameux. Ouais. Et tu parlais aussi, enfin, on n'en a pas parlé là, mais je sais que tu en parles beaucoup dans tes prises en charge, des flavonoïdes. Donc, tous ces fameux pigments rouges aussi dans nos assiettes. Manger coloré, c'est vraiment une clé Ouais. aussi de santé. De manger voilà, varié, local, de saison, le plus possible, qui ne vient pas de trop loin pour pas qu'il y ait trop de conservateurs, de temps de frigo, etc. Et vivant, quoi, pour justement pas avoir cette alimentation trop dévitalisée, trop morte, dont tu parlais tout à l'heure, qui est archi conservée et qui du coup nous est délétère. Ces fameuses calories vides, en fait, hein, qui apportent de Voilà. l'énergie là sur le coup, mais qui n'apportent pas des bons nutriments à côté pour faire tout le reste, en fait. Il faut donner du sens aux calories qu'on mange, et c'est pour ça que la théorie des calories ne tient pas la route et qu'on a beau mettre les régimes qu'on veut en calculant et en pesant les choses. Il y a des gens qui arriveront jamais à maigrir ou à grossir en n'étant que sur la théorie des calories. Il faut donner du sens à ce que l'on mange, il faut donner du sens à la calorie qu'on mange. Et entre une carotte industrielle et la carotte qui sort du jardin, on n'a pas déjà les mêmes nutriments qui viennent, donc on n'est pas nourri de la même façon. Voilà, c'est important. Prenez du rouge, prenez du vert. Plus c'est rouge foncé, plus c'est vert foncé, mieux c'est. Et puis, et puis profiter de la vie, c'est vraiment important. Donc profiter des bonnes choses, mais les vraies bonnes choses. Tout à Et fait. puis buvez des boissons fermentées comme le kéfir, comme le Ouais. kombucha. Euh, Mangez de la choucroute. Ça, c'est Ouais. vraiment des aliments très, très, très vivants qui vont avoir une action qui va améliorer très nettement votre flore digestive et qui vont optimiser effectivement la pour l'inflammation. On avait justement la question d'Ovayena qui demandait est-ce que ça concerne aussi l'intestin irritable. Donc oui, hein, tout ce que tu préconises, ça peut soulager. Alors, ce qu'on a fait, Euh, on a fait un tableau parce que toutes les consignes sont les mêmes pour toutes les maladies inflammatoires et les consignes les plus strictes, c'est pour le cancer. Et donc, on a des ouvertures avec des plantes qu'on peut utiliser parce qu'on n'a pas de cancer. Donc, tout ça, on a fait un tableau pour que le lecteur puisse se retrouver. On part du plus strict et puis après, on va ouvrir en fonction des pathologies et donner droit à l'accès à certains aliments ou à la fréquence aussi. Parce que la fréquence est importante et pour les produits laitiers, si dans une phase aiguë inflammatoire, moi je fais supprimer tous les produits laitiers au moins pendant 15 jours, et ça aide beaucoup à réduire la phase inflammatoire. Mais dans certains cas, on peut quand même conserver une consommation de produits laitiers, mais jamais plus d'un par jour, jamais plus de 5 jours sur 7 au maximum. Et puis pour d'autres, on ne sera pas plus de 3 jours sur 7. Et puis moi, je raisonne plus en temps digestif qu'en volume manger. ouais, Donc, t'as par raison. exemple, dans le même repas, si on mange des pâtes au gruyère, un morceau de camembert et un yaourt, c'est moins mauvais que dans la même journée de manger un yaourt le matin, des pâtes au gruyère le midi et le fromage le soir. Parce que là, on a 3 temps digestifs, on a 3 agressions. Et quand on n'est que dans une seule agression, bien, notre organisme va s'adapter qu'une seule et pas 3 Ouais. fois. Et ça, c'est des Tout à notions fait. qui sont. Est-ce que le collagène marin, tu es plutôt pour en alternative au bouillon d'os? Je ne suis pas contre, mais moi, je suis déjà dans un premier temps d'apporter par l'alimentation et Ouais. après de voir si on peut implémenter. Donc, les compléments alimentaires, j'ai prescrit toujours en deuxième intention quand mes consignes alimentaires n'ont pas été suffisantes. Très bien. C'est... Et est-ce que dans tes bouquins, tu as des infos sur la candidose? Alors, directement comme ça sur les bouquins, non, mais c'est pas un sujet qu'on pourra développer, il n'y a pas de problème. Ok, C'est un terrain très parfait. particulier. Ouais. Oui, et puis c'est souvent long à s'en dépêtrer. Enfin, c'est un peu des galères à prendre en charge. Mais, parfait. Eh ben, écoute, il est 20h30. On est dans un timing parfait, Jean-Christophe. Je nous trouve parfait. Tu t'en es sorti à merveille malgré les petits bugs de réseau, mais c'est parfait. Donc, le live, évidemment, qui sera en replay sur mon compte et aussi sur le compte de l'endobiogénie. Vous pourrez le revisionner à loisir.
N'hésitez pas à checker du coup le site, parmi les pros de santé qui seraient là, le site internet de l'Institut d'endobiogénie pour voir les formations qu'ils proposent, que ce soit les petites courtes ou la grosse que moi j'ai pu faire. Et je vous remercie pour votre attention à tous. Un grand merci Jean-Christophe d'avoir été parmi nous ce soir et de nous avoir donné tes éclairages sur cette assiette anti-cancer et bien plus encore. Et puis je te souhaite une bonne soirée et au plaisir lors d'un prochain. Merci Caroline, bonne soirée à vous tous et prenez soin de vous.